À la date de décembre 2014, le compteur de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, affichait 74 000 victimes. Combien sont-elles ailleurs, dans les autres structures et ministères qui ont pu les recenser? Qu'en est-il pour ces victimes qui n'existent nullement dans aucun autre fichier? Il faut aboutir à une liste unique et consolidée avant indemnisation. C'est la mission de la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Le substitut de la CDVR lance donc une dernière balle aux victimes encore tapies dans l'ombre. La période d'1 mois qui sera consacrée à cet ultime recensement ira à commencer donc depuis hier, du 18 mai au 18 juin. Les victimes devront se rendre dans les préfectures des régions ou les mairies pour s'inscrire auprès des agents chargés de les recevoir, de les écouter et de les enregistrer. Une fois ce palier atteint, la CONARIV classera les victimes en fonction de la nature ou de la gravité des préjudices subis avant évaluation et réparation. Dernière phase qui sera exécutée par le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, sous la houlette de la CONARIV. Il faudrait concevoir un système de telle sorte que celui qui est payé, voilà, ses empreintes soient prises, en tout cas des dispositions, comme on dit, biométriques, soient prises pour ne pas que la personne aille se faire payer. Sont concernées par cet ultime recensement les victimes des crises allant de 1990 à 2011. La CONARIV, à la différence de la CDVR, n'a aucune durée de vie, eu égard à l'ordonnance de sa création. Elle devra tout de même s'enrichir des expériences d'ailleurs pour que dans la mise en œuvre de sa feuille de route, elle n'enfonce pas le couteau dans la plaie. Il faut le dire, les journalistes de certaines entreprises de presse broient du noir. En cause, le faible revenu qu'ils perçoivent. Le Conseil national de la presse a décidé de mettre de l'ordre dans le secteur en demandant l'application de la convention collective. En 2014, le CNP a obtenu du GFC et des syndicats que l'application de la convention soit effective en janvier 2015. Aussi, en application de cette décision, avons-nous procédé en fin janvier à la vérification du paiement des salaires à 1 900 francs le point. Par ailleurs, le CNP a demandé aux éditeurs et gérants d'entreprises de presse nationale en février 2015 les copies des bulletins de salaire du mois de janvier 2015 des journalistes et professionnels de la communication. Sur 81 entreprises de presse concernées, seulement 20 respectent les dispositions de la convention collective, soit environ 25% des entreprises. Une chose est sûre, le Conseil national de la presse entend poursuivre sa mission de régulation économique de la presse, une presse dont il exige la qualité. Parler en public, exercice difficile mais pas impossible à condition d'apprendre. Savoir s'exprimer en public, apprendre à tenir un discours persuasif. Des enseignements au cours de cette session de formation des Club Toastmasters International Côte d'Ivoire. Une rencontre d'échange et de partage d'expériences sur la prise de parole en public. On m'a appris à m'exprimer comme il se doit, sans hésitation. J'ai appris à élever le niveau de mon langage. J'ai appris à écouter. Parce que justement, en écoutant, nous apprenons beaucoup plus. Pour devenir un bon leader, il faut être aussi un bon communicateur. Et les Club Toastmasters en font leur combat. Tout le monde a un leader en lui. Il faut seulement l'emmener à l'extérioriser. Il faut l'emmener à avoir plus confiance en lui. Il faut l'emmener à parler. Lorsque vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas répondre aux questions. Vous ne pouvez pas répondre aux attentes de vos collaborateurs, même des membres de votre famille. Donc la qualité que nous développons à Toastmasters, c'est l'écoute. Ce qui nous permet d'améliorer notre aptitude à diriger. Toastmasters International est une organisation à but non lucratif qui a pour objectif d'aider ses membres à améliorer leurs compétences afin d'être des leaders. La structure existe en Côte d'Ivoire depuis 2002. L'école gratuite est obligatoire pour tous à partir de la rentrée prochaine. La décision est du président de la République, Alassane Ouattara.
Une décision qui, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, doit être soutenue par l'ensemble des acteurs du système éducatif et des populations. C'est dans cette perspective que les jeunes de la diaspora de Boisflé résidant à Paris, en France, soutenus par le maire de la commune de Boisflé, les Yébi Lucien, ont offert à la direction régionale de l'éducation nationale de Boisflé du matériel scolaire composé de tables-bancs et des bureaux pour les instituteurs. Ce don, selon les jeunes de la diaspora de Boisflé résidant à Paris, vise à accompagner la vision du chef de l'État, celle de permettre à tous les enfants de connaître le chemin de l'école. Réceptionné par les responsables de la direction régionale de l'éducation nationale de Boisflé, en présence des chefs traditionnels, des élus et cadres de la région, ce matériel didactique et pédagogique a été réparti à l'ensemble des écoles primaires du département. Satisfait, le maire de Boisflé, Yébi Lucien, n'a pas manqué d'exprimer la reconnaissance de la population du département à l'endroit des jeunes de la diaspora de Boisflé résidant à Paris. Occasion pour lui d'exhorter tous les fils du département à imiter le geste des jeunes de la diaspora de Boisflé résidant à Paris. Tribune de promotion des rythmes et danses des peuples lagunaires, le festival La Côtière en chantant a ravivé 3 jours durant la flamme du Youssoumba et du Mapuka dans le cœur des mélomanes ivoiriens. Au large de la lagune brillée à Bobo-Doumé, le commissaire général de ce festival, Gervais Guess, et son équipe ont planté le décor des moments festifs de La Côtière. Course de pirogue, concours de danse, le tout couronné par des concerts. Je suis fille de La Côtière aussi et c'est pour moi un honneur de participer à la première édition et je crois que ça débute bien et c'est vraiment super et cool. Aujourd'hui, nous avons constaté que cette musique-là se meurt par manque de promotion et par manque de visibilité. Nous avons initié ce festival pour créer une plateforme où les artistes viendront s'exprimer et en même temps profiter de ça pour présenter toute la culture de La Côtière. La Côtière en chantant, je pense que ça a été très imaginatif et également il faut saluer l'adhésion totale de la chefferie. À l'affiche, des noms bien connus, notamment le porte-flambeau du Mapuka, Nigisaf Cadence. Il y avait aussi Yule Inter, Eddie, Aïmissa et bien d'autres artistes pour égayer le public. Sur le chemin qui la ramène chez elle, dans ce bidonville de la banlieue de Kampala, la chanteuse ougandaise Jemima Kansime a longtemps rêvé de devenir une star internationale. Il y a quelques mois, son vœu est devenu réalité, mais pas pour les raisons qu'elle espérait. Sous son nom de scène Panadol ou Bassaja, médicament pour les hommes en français, Kansime a mis en ligne l'an dernier un clip musical fortement inspiré par des artistes comme Rihanna. Cela a été une très mauvaise expérience pour moi. D'abord, ce n'était pas mon intention que la vidéo tout entière soit aussi explicite. Je voulais voir si ce genre de vidéo aiderait ma musique à se vendre et si quelque chose de positif pouvait en ressortir. Mais lorsque l'on m'a arrêtée et que je me suis retrouvée en prison, les conditions étaient terribles et j'ai regretté ça. Ça a tourné au désastre. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais simplement voir si cela allait aider ma musique à se vendre. Le clip de Kansime a déplu aux conservateurs ougandais, qui y voit une violation de la loi anti-pornographique entrée en vigueur en février 2014. Elle interdit notamment aux femmes de montrer leurs jambes ou d'afficher un décolleté trop plongeant et vient s'ajouter à un arsenal législatif de plus en plus répressif qui vise aussi les homosexuels. Pour ses poses suggestives, la jeune fille de 21 ans a écopé de 5 semaines de prison avant d'être libérée sous caution. Nous avons agi contre cette personne tout d'abord en raison de son âge. Elle faisait cela consciemment, elle n'était pas pervertie ou dépendante ou influencée par d'autres facteurs. Donc elle faisait cela en toute conscience. Elle s'est servie de son corps pour divertir le monde entier et nous avons trouvé cela inacceptable. Plusieurs voix se sont élevées depuis pour dénoncer une régression des droits des femmes dans le pays.
La loi anti-pornographie vise principalement les femmes vulnérables. Elle ne vise pas les membres du Parlement qui ont passé cette loi, qui conduisent des Land Cruiser et vont faire leurs courses avec leur famille dans des centres commerciaux huppés. Elle vise les femmes qui font les magasins en centre-ville, où se trouvent les groupes d'autodéfense, les femmes qui utilisent les transports en commun, les femmes vulnérables. En attendant son procès, prévu pour la fin du mois, Kansiime continue de faire de la musique, chantant désormais les problèmes d'une jeunesse au chômage. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison. Abbottabad, au Pakistan, le dernier repère d'Oussama Ben Laden. C'est ici que l'ex-leader d'Al-Qaïda a été abattu par des unités d'élite américaines. Mais si l'endroit a été détruit moins d'un an après, aujourd'hui, certains de ses secrets font surface. La CIA rend public cette semaine des centaines de documents qui auraient été trouvés dans la résidence de Ben Laden. L'AFP a pu les consulter en exclusivité avant leur déclassification. Selon le correspondant au Pentagone d'Andalus, il révèle de nombreux détails sur la stratégie d'Al-Qaïda. Clairement, on voit sa volonté de mener une attaque d'envergure sur les États-Unis et l'Occident et ses demandes répétées à ne pas se laisser distraire par des conflits ailleurs au Moyen-Orient. Il évoque sans cesse la nécessité de planifier un attentat massif, encore plus important que celui du 11 septembre. Quelques mois avant sa mort, Ben Laden apparaît soucieux de tirer profit des soulèvements du printemps arabe et regrette son éloignement. On voit qu'il se dit « nous devons rester dans le coup, rester pertinent, on doit saisir et exploiter ces occasions », alors que lui est assis dans son repère au Pakistan, très loin de ces événements. Parmi les documents retrouvés et ici traduits, ce formulaire d'inscription pour nouvelles recrues. Il comporte des dizaines de questions parfois très précises, allant des connaissances sur le Coran et la charia, à d'éventuels contacts avec des experts en chimie ou télécommunications. Les candidats doivent même répondre à la question « Voulez-vous faire partie d'une mission suicide ?» puis indiquer la personne à contacter si vous devenez un martyr. Une attention aux détails qui illustre l'obsession de Ben Laden pour la sécurité de ses opérations. C'est presque comique. Il parle de créer un centre de développement et il utilise un langage presque similaire à celui des ressources humaines dans une entreprise, afin de trouver de nouveaux leaders qui peuvent faire avancer l'organisation. On découvre aussi dans les documents sa correspondance personnelle. Un de ses fils, Hamza, veut le rejoindre au Pakistan pour l'aider. Un autre demande à son père la raison de sa colère envers lui. Le journaliste Seymour Hersh a récemment mis en doute la version officielle sur la mort de Ben Laden et son rôle au sein d'Al-Qaïda au moment du raid de 2011. Ces documents semblent confirmer qu'il contrôlait encore les opérations à l'intérieur du groupe djihadiste. Les djihadistes du groupe État islamique s'emparent du nord de la cité antique de Palmyre en Syrie, marquant un nouveau point dans leur bataille contre le régime syrien et suscitant l'inquiétude pour les trésors archéologiques de cette cité vieille de plus de 2000 ans.